Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les vidéos de présentation des investigateurs du cycle La Cité Engloutie. Aujourd'hui, Agatha Crane version chercheur. Demain, je ferai sa version mystique. Et ça veut dire qu'entre la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo de demain, il y aura des passages qui seront, qui seront repris. Je pense pas, déjà l'investigatrice m'enthousiasme pas, je vais pas m'embêter à dire 2 fois la même chose, prendre le risque d'oublier des trucs. Donc il y a des passages que j'enregistre là maintenant, que vous entendrez dans cette vidéo, que vous entendrez à l'identique dans la vidéo de demain. Voilà. Donc, Agatha Crane, la parapsychologue. 4 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de force, 3 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, trait miskatonique et érudit. Je suis en train d'y penser, bon je le mentionnerai plus tard, mais vu que dans ce cycle-là, il y a des cartes qui nécessitent que l'investigateur ait un certain trait, je pense que je serai amené un jour à faire une vidéo sur, quel investigateur a quel trait est partagé par quel investigateur, voilà. Voilà, donc miskatonique et érudit. Réaction, quand votre tour se termine, si vous avez scellé, annulé ou ignoré au moins un pion KO à ce round, jouez un événement sort ou perspicacité depuis votre pile de défausse. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Signe des anciens, plus 2. Vous avez le droit d'annuler ce pion et d'en piocher un autre à la place. Si vous le faites, piochez une carte. Taille du deck 35, tiens, plus que d'habitude. Construction du deck, carte chercheur de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, événement perspicacité de niveau 0 à 3, jusqu'à 10 autres cartes mystiques de niveau 0. Et dans son deck, elle a Ocula Obscura, discerner le vide et une faiblesse de base, au hasard. Donc sa particularité à elle, c'est qu'elle veut manipuler les pions du chaos, les sceller, les annuler, les ignorer, pour gagner pour pouvoir jouer un événement sort ou perspicacité depuis sa défausse, potentiellement en économisant l'action. Voilà. Mais l'événement, ensuite elle le retire de la partie, ce qui explique qu'on a un deck de 35 cartes, parce que on commence la partie avec son deck de 35 cartes, et on finira la partie avec un deck plus fin. Donc concrètement, j'ai regardé un petit peu les cartes qui scellent, qui annulent, qui ignorent les pions. J'ai noté déjà sa carte signature, dont je parlerai tout à l'heure. Feinte, on va sceller, on scelle un +1 ou un 0. Alors à noter, le +1, généralement il n'y en a pas si on joue en expert. Voilà. On scelle le +1 et le 0, on peut resceller à chaque fois qu'on découvre le dernier indice de son lieu, et réaction, quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, inclinez, feinte et libérez un pion scellé dessus, annulez cette attaque. Ensuite l'investigateur a le droit de se déplacer. Donc ça lui permettra d'annuler les attaques. Je suis en train de regarder. Bon, ça annule l'attaque, mais ça incline pas l'ennemi, donc si l'investigateur se déplace, je pense que l'ennemi se déplace avec lui. Bref. Spécimen surnaturel, un soutien myriade, 3 n'occupent qu'un seul emplacement d'arcane. Réaction, quand un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose très ancienne est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, défaussez le spécimen surnaturel, annulez ce pion KO, renvoyez-le dans la réserve du chaos et révélez-en un nouveau. Si ce test est réussi, piochez une carte. Voilà, on a aussi trouvé toutes les corrélations, et bien évidemment elle est sur l'illustration. On enquête, on peut annuler le premier pion révélé pour le test de compétence, on le renvoie dans la réserve du chaos et on en révèle un nouveau. En cas de réussite, on place une charge ou un secret sur un soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu,
et si on réussit de pile 1 ou 3, on en met 2 à la place. Analyse, une compétence qui permet, après avoir révélé un pion KO, de placer un de ces indices sur le lieu pour annuler le pion, le remettre et en révéler un autre, et on fait ça autant de fois qu'on veut. Prémonition, on joue cette carte là, on pioche un pion KO, on le scelle sur prémonition, et la prochaine fois qu'on doit chercher un pion KO, qu'on doit révéler un pion KO, on doit résoudre celui qui est scellé sur prémonition. Sombre prophétie, on devrait révéler un pion KO, on joue ça, on révèle 5 pions, et on choisit un, alors soit qui a un symbole crâne cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique, si on joue pas en utilisant la liste des tabous, soit un symbole autre que le signe des anciens, si on joue avec les tabous. Donc on résout ce pion-là, on ignore les autres. Si on n'a révélé aucun de ces pions-là, on choisit quel pion on résout. Et c'est quoi ça ? Oui, donc elle a accès à un certain nombre de cartes pour sceller, annuler, ignorer des pions KO. Donc elle aura quand même beaucoup d'opportunités d'utiliser sa réaction. Et concrètement, les événements sorts et aux perspicacités auxquelles elle a accès, il y en a tout plein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? 4 de volonté, 4 d'intelligence, c'est bien. 1 en force, faut pas compter dessus. 6-8 standard pour un investigateur qui semble plutôt orienté enquête. Voilà. Alors, ces cartes signature, Ocula Oscura, et sa faiblesse perso, donc c'est discerner le vide. Ocula Oscura, un soutien. Alors, à chaque fois j'ai le doute, j'ai pris de mauvaises habitudes avec certains investigateurs, mais non, généralement, ils ne commencent pas avec leur signature en jeu. Donc elle, c'est pareil, elle l'a pas en jeu dès le début de la partie. C'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un... Tiens, c'est bizarre, là, on voit pas le coût de la carte. Bon, bizarre. Je disais donc, c'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'accessoire, réaction. Après que vous avez réussi un test de compétence, si aucun pion n'est scellé ici, scellez sur Ocula Oscura un pion non symbole révélé lors de ce test de compétence, limite d'une fois par phase. Forcé, quand vous devriez révéler un pion de la réserve du chaos, résolvez le pion qui est scellé sur Ocula Oscura à la place, ensuite libérez ce pion. Alors, que dire ? Comme je l'avais mentionné, dans l'ordre. Déjà, c'est une carte qui vous permet de sceller. Donc c'est une carte qui vous permettra de déclencher la réaction d'Agatha. Ok. Vous pouvez sceller un seul pion à la fois. Ce pion est un pion non symbole, et c'est un pion qui vous a permis de réussir un test. Donc ça va être, selon les cas, +1, 0, -1, -2. A priori, ça sera pas du -5, -6, -7 ou -8. Ok. Donc c'est le genre de pion qu'on veut piocher. Très bien. Ce pion-là, on le résoudra la prochaine fois qu'on devra piocher un pion. Alors, de remarque, déjà, ça veut dire que, un peu comme pour prémonition, on sait, une fois qu'on a utilisé la réaction de l'Oscula Obscura, on sait quel va être son prochain pion, et donc on peut s'adapter, dépenser pile le bon nombre de ressources sur un soutien talent pour se booster, attribuer pile le bon nombre, les bonnes compétences, le bon nombre de cartes compétences, ok. Et puis si c'est un pion qui a permis de réussir le test pendant lequel on l'a scellé, c'est un pion qui est plutôt avantageux, donc vous avez de meilleures chances de réussir le test. Voilà. Alors évidemment, ça va dépendre de la nature des tests, mais mettons, phase du mythe, vous piochez un reste pourrissant, vous testez à 4 contre 3, vous vous dites, je booste pas,
vous piochez un -1, vous réussissez tout pile, vous choisissez de sceller le -1, début de votre tour, vous devez enquêter, et ben vous dites, chouette, j'ai simplement un -1, mon lieu a une valeur une valeur occulte de 4, je suis à 4 de base, j'ai un allié qui me donne +1, donc je suis à 5 contre 4, je sais que je vais piocher le -1, génial. Voilà. Et vous pouvez sceller donc une fois par phase. Donc vous pouvez sceller un pion pendant la phase du mythe que vous utiliserez sur votre premier test de votre tour, puis dans votre deuxième test, vous scellez le pion, et ce pion-là, vous le révélez pendant votre troisième test, et si par exemple vous avez une carte traîtrise en jeu qui dit à la fin de votre tour faites tel test, oui c'est ça, donc premier test vous avez décellé, deuxième test vous avez scellé, troisième test, ah non, bon. Enfin voilà, vous pouvez donc vous servir de ça, selon, il faudra voir quelle carte vous jouez, mais vous pouvez l'utiliser, phase du mythe, phase d'investigation et phase des ennemis. Donc potentiellement 3 fois par round, le fait de sceller. Voilà. Donc ça j'avais mentionné, on a le retour des cartes qui scellent, je me souviens plus si j'avais quelque chose d'autre à dire à ce sujet-là. J'ai bizarrement préparé mes onglets. Bon ça c'est toutes les cartes qu'elle a qui peuvent sceller. Je sais pas pourquoi je les ai mises là. Ah oui voilà, je comprends. En fait je regardais s'il y avait des interactions, si elle avait accès à des cartes qui interagissaient avec le fait de sceller. L'Oculus Mortuum qui occupe un emplacement de main. Objet, outil occulte, utilisation 0 preuve. Réaction, après que vous avez scellé, annulé ou ignoré un pion KO, inclinez l'Oculus Mortuum, placez une preuve dessus. Réaction, quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, dépensez une preuve et inclinez l'Oculus Mortuum, découvrez un indice dans votre lieu. Si cet ennemi a le trait Geist, infligez-lui un dégât. Donc votre carte signature vous permet de sceller des pions, et chaque fois que vous scellez un pion, alors une fois par round max, vu qu'il faut l'incliner, vous mettez une preuve là-dessus, et si vous jouez dans un groupe dans lequel il y a un tank, un investigateur qui accepte d'encaisser les attaques, et ben voilà, à chaque fois qu'il encaisse une attaque, vous dépensez une preuve, vous découvrez un indice, et potentiellement vous blessez les ennemis Geist de cette façon. Alors sachant que, me semble-t-il, alors j'ai en tête le cercle brisé, il y a des ennemis Geist qui ont des limitations, ou peut-être aussi dans Carcosa, qui ont des limitations sur comment ils peuvent être blessés. Mais voilà, combiner Ocula Obscura et Oculus Mortum, ça peut vous donner du plus le fait donc qu'un investigateur accepte de se prendre des attaques, ça peut vous donner du une fois par round, faut l'incliner. Faut l'incliner pour mettre l'épreuve, faut l'incliner pour l'utiliser, donc c'est plutôt un round sur 2, vous avez un indice gratuit. Sachant que je suis pas bien réveillé. C'est unique, donc vous pouvez pas en cumuler 2. Sa faiblesse perso. Discerner le vide, bévue. Tiens, perspicacité. Intéressant, j'ai jamais vu ce trait-là sur une faiblesse jusqu'à présent. De mémoire. Révélation met en jeu discerner le vide dans votre zone de menace. La première fois que vous révélez un ou plusieurs pions KO lors de chaque test de compétence, vous devez révéler un pion KO supplémentaire et résoudre ses effets. Action, mélanger discerner le vide dans votre deck. Alors cette carte-là... Alors un truc qui est intéressant, c'est que cette carte-là ne vous inflige rien. Vous prenez pas de dégâts, vous prenez pas d'horreur, vous défaussez pas. Par contre, cette carte-là réduit votre efficacité, vu qu'à chaque fois, vous révélez un pion KO de plus. Vous devriez en révéler un, vous en révélez 2 et vous résolvez les 2. À la place de 2, c'est 3, etc., etc. Et donc là, c'est typiquement la faiblesse qui vous affaiblit sur le long terme. Alors elle me fait penser à celle de Rex Murphy, la malédiction de Rex, voilà c'est ça, parce que
Voilà, quand vous devriez réussir un test de compétence, vous remettez le pion KO dans réserve du chaos, et vous en révélez un nouveau. Et si vous échouez au test à cause de ça, vous remélangez la malédiction de Rex dans votre deck. Donc la faiblesse de Rex, elle rend tous ces tests plus durs, et vous la supportez tant que vous réussissez, ce qui vous oblige à investir un peu plus dans chaque test pour ne pas le rater, ou alors accepter de le rater pour vous débarrasser de la carte, mais elle finira par revenir. Là, pareil, comme vous piochez un pion de plus, statistiquement, à moins de piocher le plus 1 ou le signe des anciens, c'est toujours pire de piocher un pion de plus. Donc ça va vous inciter à, par exemple, vous donner des bonus passifs. À noter, cette carte-là, bien évidemment, est pire à haut niveau de difficulté, parce qu'à haut niveau de difficulté, le modificateur moyen est plus faible, ou plus fort en valeur absolue, comment on raisonne. Moi je le dis plein de fois, en standard, je m'attends à piocher un -2. Donc si je pioche 2 pions au lieu d'un, je m'attends à avoir un modificateur total de -4 au lieu de -2. Mais en difficile, je vais m'attendre à piocher... je bug, pardon. Oui, c'est ça. En difficile, je vais m'attendre à piocher un -3, donc avec 2 pions révélés, je m'attendrai à piocher -6 au lieu de -3. Donc, au lieu que ça soit pire de 2 en standard, ça sera pire de 3 en difficile. Et en expert, je m'attends à piocher 2 -4 au lieu d'1. Voilà. Et en plus de ça, alors, j'ai toujours pas fait ma vidéo sur les trucs à prendre en compte avant de jouer en expert, mais pour moi un point important, lorsqu'on passe de standard à expert, c'est l'effet des pions spéciaux. Alors là j'ai pris le premier scénario de la civilisation oubliée. Par exemple, le crâne en standard c'est -x, x c'est le nombre de points de vengeance d'un pile de victoire, en expert c'est -x, x c'est le nombre blablabla plus 1. Donc en fait on passe de -x à -x-1. Le cultiste c'est -x blablabla 5 max, en expert il n'y a pas de max. La tablette c'est -x -5 max, en expert c'est -x c'est -3 minimum et il n'y a pas de max. Donc en standard la tablette, au fil de la partie sa valeur va varier de 0 à -5, en expert elle va varier de -3 à -5, -7, -8, ça dépendra comment se déroulera la partie. Et le dernier, voilà, la chose ancienne, -2, si vous êtes empoisonné, échouez automatiquement, et en expert c'est -3, si vous êtes empoisonné, échouez automatiquement, bon là ça fait une différence que de 1, si vous n'êtes pas empoisonné et que vous échouez, vous devenez empoisonné. Donc en standard, si vous n'êtes pas empoisonné et que vous piochez plein de choses anciennes, ça vous fait que des -2, et c'est assez anodin. Vous jouez en expert, vous n'êtes pas empoisonné, ça vous fait des -3, des -3, des -3, à un moment donné, vous échouez, et vous êtes empoisonné, et maintenant c'est un échec automatique. Autre exemple, par-delà les limites, voilà, le crâne c'est -1 ou -3, en expert c'est -2 ou -4, mais chose assez révélatrice, assez typique. En standard, le cultiste révèle un autre pion en cas d'échec, placer une fatalité sur un ennemi cultiste. En expert, c'est sur chaque ennemi cultiste. Donc en standard, c'est potentiellement, tu perds un round. En expert, ça peut être, pas de chance, tu perds 3 rounds du scénario. Voilà. Donc vraiment, en expert, ça sera une plaie et la possibilité de mélanger dans son deck pour une action. Alors dans la boîte de base et dans quelques autres boîtes par la suite, on a des faiblesses dont on se débarrasse pour 2 actions. Sauf que ces faiblesses-là, par exemple l'hypocondrie, c'est 2 actions, vous la défaussez. Là c'est une action, vous la mélangez dans votre deck, et vous la repiocherez plus tard. Et il faudra repayer une action, et potentiellement vous la piocherez une 3e fois.
Et pour rappel, c'est un chercheur. Les chercheurs, ils peuvent facilement bien piocher. Alors c'est pas obligatoire de chercher à beaucoup piocher, mais moi personnellement, c'est une facilité que j'apprécie chez les chercheurs et que j'exploite. Donc moi je trouve que cette faiblesse, il faudra la garder en tête, et dans ma conclusion je parlerai d'un truc assez simple pour la gérer. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là. Ensuite, donc les cartes auxquelles elle a accès. Toutes les cartes chercheurs, toutes les cartes neutres, les événements perspicacité jusqu'au niveau 3 et 10 cartes mystiques de niveau 0. Alors je m'étais embrouillé en préparant la vidéo, je croyais que c'était que les événements, mais non, c'est toutes les cartes mystiques. Donc les événements perspicacité de niveau 0 à 3. Alors, par curiosité, j'ai regardé, toutes les cartes qui ont le trait perspicacité sont des événements. Voilà, bon. Bref, il y en a en gardien, évidemment il y en a plein en chercheur, il y en a en survivant, il y en a en truand, il y en a en mystique. Je détaillerai plus tard, mais on peut noter des cartes pour du gain d'indice, mais pas uniquement. Voilà, ça c'est du gain d'indice, mais pas que. Les cartes mystiques de niveau 0, bien évidemment, il y en a plein. Voilà, donc il me semble qu'il y a quelques cycles, je mettais en avant certaines de ces cartes, mais de toute façon, les cartes significatives, j'en parle quand je fais le bloc, comment elle trouve les indices, comment elle fait les dégâts, etc., etc. Les cartes auxquelles elle n'a pas accès, même remarque que dans les vidéos précédentes, elle a accès à toutes les cartes de sa classe, et toutes les cartes neutres, et des trucs en plus, donc Donc je mets aucune. Par contre, à noter que les cartes mystiques de niveau 0, elle a une limite de nombre. On pourrait pas faire comme pour l'astronome Norman Weavers, on pourrait pas dire tiens, en début de campagne, j'ai un deck mystique et en gagnant de l'XP, je remplace mes cartes mystiques par des cartes chercheurs. Non. Elle est limitée. Alors, l'enquête. Comment elle enquête ? Déjà, elle-même, toute seule, à blanc, à main nue. Les cartes chercheurs ou neutres d'enquête classique, la lampe torche, loupe, déduction, etc. Les événements perspicacité, autres que chercheurs. Preuve, scène de crime, découverte fortuite, attirée par la flamme, etc. Et il y a quelques cartes mystiques de niveau 0 qui ne sont pas des événements perspicacité, comme lire les signes, chapelet de malédiction, sixième sens, rituel de recherche. Alors, Agatha Crane, elle commence avec 4 d'intelligence, ce qui est bien, c'est pas génial mais c'est bien, et évidemment elle peut avoir des bonus passifs. Donc les cartes classiques, lampe torche, loupe, déduction, ok. Maintenant les événements perspicacité, qui mentionnent l'enquête ou les indices, il y en a un bon paquet. Preuve, si vous vainquez un ennemi, vous découvrez un indice dans votre lieu. Si vous avez vaincu des ennemis pour un total de 4 points de vie ou plus, vous pouvez découvrir 2 indices. Alors évidemment, il faut avoir des solutions de dégâts, on en parlera tout à l'heure. Bon, ça c'est pas le plus évident parce que, encore une fois, il faut avoir des sources de dégâts. Scène de crime, un événement qui coûte 2 à jouer uniquement lors de votre première action, découvrez un indice dans votre lieu, 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans ce lieu, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Une action, 2 indices gratuits, 2 indices sans test, sous condition. Voilà, très bien. Chercher des réponses. Ça c'est chercheur. Enquêter, en cas de réussite, au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvre un indice dans un lieu connexe. Vous faites votre enquête dans un lieu où c'est facile pour trouver un indice dans un lieu où c'est difficile. Et la version de niveau 2, en cas de réussite, découvre un total de 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Donc pareil, vous enquêtez un endroit où c'est facile et vous trouvez 2 indices dans des lieux où c'est plus difficile. Décrypter la réalité, vous trouvez des indices simultanément de partout. Découverte fortuite. Donc ça c'est un événement survivant qui coûte X.
myriade, donc 3 dans le deck. X est le nombre d'autres exemplaires de découvertes fortuites dans votre pile de défausse. Enquêtez, vous gagnez plus X en intelligence pour cette attaque. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Donc le premier exemplaire est gratuit et fait rien de particulier. Le deuxième exemplaire coûte 1, vous donne plus en intelligence et vous permet d'avoir 2 indices en une action. Le troisième exemplaire coûte 2, vous donne plus 2 en intelligence et vous permet de découvrir 3 indices en une action. Et donc l'ensemble des 3, alors évidemment le premier exemplaire, si on peut le défausser sans le jouer, pourquoi pas. Et l'ensemble des 3, ça fait un coût total de 3, un bonus donc de plus 0, plus 1, puis plus 2, et un total de 6 actions, un total de 6 indices en 3 actions si tout est réussi. Voilà. Méthode non conventionnelle, tiens ça c'est une nouveauté. Événement survivant, gratuit. En tant que coût supplémentaire pour jouer méthode non conventionnelle, choisissez défausser de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe un emplacement de main. Enquêtez, vous gagnez plus X en intelligence pour cette enquête, X étant le coût en ressources imprimé du soutien choisi. En cas de réussite et si ce soutien était dans votre zone de jeu, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Tout simplement, votre lampe torche n'a plus de provision. Voilà, vous jouez ça, vous enquêtez à plus 3, et comme elle est en jeu, vous avez un deuxième indice supplémentaire. Vous avez un indice supplémentaire, ça vous fait 2 indices en une action. Oreille indiscrète, événement ce coup-ci truand, qui coûte 1, choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, donc un ennemi qui est distant, ou un ennemi qui a été désengagé, ou un ennemi auquel quelqu'un a échappé. Effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc on teste la valeur d'évasion de l'ennemi et pas la valeur occulte du lieu, et puis 2 indices en une action. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, les cartes mystiques. Attirer vers la flamme, qui date déjà de la boîte de base. C'est gratuit, on pioche la carte du dessus du deck rencontre, donc il faudra la résoudre, et ensuite on découvre 2 indices dans son lieu. Ça reste 2 indices pour une seule action. Il suffit d'être sûr que la carte qu'on pioche du deck rencontre ne vainque pas. Mais potentiellement c'est une bonne carte pour finir un scénario. Je reviens toujours sur mon exemple du lieu dans lequel il faut prendre tous les indices ou vaincre l'ennemi. Mettons vous jouez en duo, le combattant entre dans le lieu, il se fait engager par l'ennemi, Agatha entre dans le lieu, première action, elle essaie de trouver 2 indices, première action, elle entre dans le lieu, deuxième action, elle va essayer de trouver 2 indices, troisième action, je bug un peu sur comment... le combattant va encaisser les attaques de l'ennemi, Agatha, si elle est dans le rôle de l'enquêteur, elle entre dans le lieu, elle fait ses enquêtes, et quand il reste plus que 2 indices dans le lieu, attiré vers la flamme, on résout la carte rencontre. Tant que la carte de rencontre ne vainc pas les investigateurs, ne vainc pas Agatha, elle résout-le ensuite, donc elle a les 2 indices, donc fin de la partie. Même si elle a pioché un ennemi qui la tuerait à la face des ennemis, même si elle a pioché une carte rencontre qui la vaincrait à la fin de son tour, il n'y a plus d'indices, fin de la partie, on résout pas le reste. Et voilà, scénario réussi. Alors le classique lire avec les signes, elle enquête avec une valeur de compétence de 8, elle ignore tous les effets ou mots-clés du lieu, et si elle réussit, elle a 2 indices. Chapelet de malédiction, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et choisissez une des options suivantes. Échappe automatiquement à cet ennemi et placez une fatalité sur lui, il ne peut pas subir de dégâts pour le reste du round, découvrez un indice dans votre lieu. Voilà. Donc vous échappez à un ennemi, alors c'est une discussion, donc pas d'attaque d'opportunité, vous échappez automatiquement à un ennemi, alors vous lui mettez une fatalité dessus, donc faudra finir par s'en débarrasser,
mais vous avez un indice. Et au passage, maintenant que vous lui avez échappé, vous pouvez jouer oreille indiscrète. Et je reviens toujours sur mon exemple précédent. Si vous avez en jeu éclaireur, ce que vous pouvez faire c'est éclaireur, j'entre dans le lieu. Ah non, c'est un ennemi non élite. En général, les ennemis de fin de scénario sont élites. Bon, bref. Sixième sens, vous enquêtez avec votre volonté, mais bon, vous avez 4 aussi. Si vous révélez un crâne, un cultiste, une tablette ou une chose ancienne, vous pouvez choisir d'enquêter à la place dans un lieu révélé connexe à votre lieu. Et vous choisissez la valeur occulte qui vous arrange parmi les deux. Rituel de recherche, voilà, je présente plus. Et bien évidemment, tous les autres soutiens d'enquête de niveau 0. Alors je les ai plus tous en tête. Celui du cycle d'Amina Zidane qui joue avec les fatalités, celui qui joue avec les pions maudits, le bicolore il est de niveau 1 mais il est bicolore mystique chercheur, donc il n'est pas de niveau 0. Et bien évidemment, vous avez pour enquêter, vous pouvez utiliser votre intelligence. Si vous enquêtez avec une carte mystique, vous pouvez être amené à utiliser votre volonté. Et dans votre deck, vous avez tout intérêt à mettre la clé de Saint-Hubert. Plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence. Et le petit truc, là, vous avez moins 2 de santé mentale, mais quand vous êtes vaincu aux horreurs, vous défaussez la clé et vous vous soignez de 2. Voilà. Maintenant, la gestion des ennemis. Alors, les événements chercheurs comme j'ai un plan, invocation occulte et le pouvoir de l'esprit. Étrange solution, la variante fiel acide et le disque d'Itzamna. Des cartes mystiques, flétrissement, atrophie, lame spectrale, etc. Et bien évidemment, le lexique occulte que moi j'adore. Donc Agatha Crane, elle est nulle en combat, en évasion moyenne. Mais, donc il faudra qu'elle utilise les cartes de son deck pour faire ça, pour gérer les ennemis. Première carte, encore un classique. Alors honnêtement, moi je le joue peu, parce que déjà je joue rarement des chercheurs comme combattants, et comme je l'ai dit, moi j'ai tendance un petit peu à baser tous mes dégâts de chercheur sur le lexique occulte. Bon bref. J'ai un plan, événement qui coûte 3, combattre, vous utilisez votre intelligence, vous infligez plus 1 dégât pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de plus 3 dégâts. Donc potentiellement 4 dégâts en une action. Version de niveau 2, ça coûte une ressource de moins, et vous avez un plus 2 en intelligence. L'invocation occulte, ça coûte 2. En tant que coût supplémentaire défaussé jusqu'à 2 cartes de votre main, vous combattez avec votre intelligence au lieu de votre force, et vous gagnez plus 1 en intelligence et infligez plus 1 dégât pour chaque carte défaussée. Et voilà, potentiellement, vous combattez intelligence plus 2 et vous faites un total de 3 dégâts. Le pouvoir de l'esprit, alors la version niveau 0, vous pouvez utiliser votre intelligence à la place de votre force et de votre agilité jusqu'à la fin du round. Version de niveau 2, vous ajoutez votre intelligence à votre force et à votre agilité. Et vous piochez une carte. Alors, vous remplacez un 1 par un 4 avec la version de niveau 0. Avec la version de niveau 2, vous rajoutez un 4 à votre 1. Et bien évidemment, vous pouvez avoir des boosts, comme par exemple l'aplomb des chercheurs de niveau 3. Il doit y avoir qu'un P. Voilà. Théorie scientifique de niveau 3, vous gagnez plus 1 en intelligence et plus 1 en force. Donc Agatha, elle passe à 5 et 2. Le pouvoir de l'esprit de niveau 2, ça fait que quand vous devez combattre, vous combattez avec 7. Voilà. Je disais, oui, l'étrange solution version fiel acide. Alors, il faut étudier l'étrange solution. Mais ensuite, vous avez un soutien qui n'occupe pas d'emplacement,
qui a 3 provisions, action, dépenser une provision, combattre, vous attaquez avec une compétence de force de base de 6 et vous infligez plus de dégâts. Ou plus 1 dégât si vous utilisez la version tabou. À noter que ça peut se combiner avec le pouvoir de l'esprit de niveau 2. Dans ce cas-là, vous auriez une force de base de 6, votre intelligence qui est ce qu'elle est, et supposons que vous n'avez aucun bonus passif, le fiel acide vous dit votre valeur de base c'est 6, le pouvoir de l'esprit vous dit t'ajoutes ton 4 de base en intelligence et vous combattez avec 10. Voilà. Disque d'Inzamna, la version niveau 0. Alors c'est un soutien qui occupe un emplacement d'accessoires. Version niveau 0. Réaction quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Inzamna, échappez automatiquement à cet ennemi ou infligez-lui 2 dégâts. Alors c'est à usage unique, mais ça vous permet de blesser, voire tuer idéalement, ou temporiser un ennemi non élite. La version de niveau 2 de la boîte de base vous permet de défausser un ennemi non élite. Voilà. Les cartes mystiques de niveau 0, flétrissement, atrophie. Alors atrophie qui a quand même... Alors les deux ont comme intérêt que vous combattez avec votre volonté au lieu de votre force, donc 4 de base au lieu de 1. Atrophie a un effet très intéressant, c'est que si vous révélez donc un de ces symboles, l'ennemi perd 1 de combat et 1 d'évasion pour le reste du tour, jusqu'à un minimum de 1. Donc vous attendrissez, entre guillemets, votre ennemi, ce qui fait que c'est plus facile de réussir les attaques suivantes, ou les tentatives d'évasion suivantes. Ah oui, le souffle du dormeur, ça c'est quand même intéressant. C'est intéressant. Alors, souffle du dormeur, soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, utilisation 9 charges, action combattre, utilisez votre volonté à la place de votre force pour ce test. Avant de révéler des pions KO pour ce test, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 3 charges pour révéler autant de pions KO supplémentaires. Choisissez un des pions révélés à résoudre et ignorez les autres. En cas de réussite, et si le pion choisi correspond à un pion ignoré, cette attaque inflige plus de dégâts. Il me semblait que j'ai parlé d'une carte similaire récemment, je sais plus. Bon. Bref. Alors, déjà, vous combattez avec votre volonté, plus de chances de réussite, et vous avez la possibilité de dépenser des charges, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut combattre sans dépenser de charges, mais si vous dépensez des charges, c'est pour révéler des pions, et en ignorer certains. Donc, vous déclenchez la capacité d'Agatha Crane, voilà, donc vous dépensez 3 charges, donc vous révélez au total 4 pions KO, vous résolvez un des 4 et vous ignorez les 3 autres. Si vous réussissez et que le pion choisi, donc le 1, résolu, correspond à un des 3 pions ignorés, vous infligez 3 dégâts en une attaque. Ça commence à être significatif pour une carte de niveau 0. Et que je dise pas de bêtises, ça se combine avec Ocula Obscura parce que vous réussissez un test avec un pion, je vérifie, un pion non symbole révélé. Vous dites tiens, ce pion là est super fréquent, donc je le scelle, voilà. Ensuite vous faites votre attaque avec le souffle du dormeur, vous dites je choisis de dépenser 3 charges, vous devez, donc c'est forcé, donc vous devez résoudre, attendez que je dise pas de bêtises, voilà, vous devriez piocher un pion, vous choisissez de résoudre celui qui est sur le... Enfin, vous devez résoudre celui qui est sur l'Ocula Obscura, mais vous révélez 3 autres pions, et donc vous espérez que dans ces 3 autres pions, il y en ait un correspondant au pion, encore une fois très courant, qui est sur l'Ocula Obscura. Mettons qu'il y a 15 pions et que vous avez un total de 3-1, il y a 1-1 scellé sur l'Ocula Obscura, vous piochez 3 pions parmi
vous piochez 3 pions parmi les 14. Sur les 14, il y a 2-1. Bah, vous rajoutez peut-être un petit peu de manipulation de pions, et voilà. Alors, c'est pas garanti, mais ça augmente vos chances d'activer le souffle du dormeur. Voilà. Lame spectrale. Bon, bah, c'est un classique aussi maintenant, je trouve. Vous combattez avec volonté plus force. Vous engagez immédiatement l'ennemi attaqué, ce qui vous permet d'attaquer un ennemi distant. Vous infligez 2 dégâts s'il est élite, 3 dégâts s'il est non élite. Ouais, voilà. Et puis, donc, je le mentionnais, le lexique occulte. J'en ai parlé tellement de fois que je vais pas entrer dans tous les détails, mais voilà, ça vous donne 3 copies de Rituel de sang. Rituel de sang, vous jouez la carte, c'est gratuit, vous piochez 2 cartes, vous défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit de gagner, soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, et c'est un sort, ce qui est nécessaire pour blesser certains ennemis. Si vous mettez dans votre deck le lexique occulte de niveau 3, soit vous résolvez le rituel de sang tel quel et ensuite vous le mélangez dans votre défausse, soit vous remplacez les deux par des 3. Alors, il faut avoir assez de ressources, mais lexique occulte, niveau 2 ou niveau 3, ça vous fournit 3 exemplaires d'une carte qui vous fait 2 ou 3, selon les situations, dégâts sans test, à condition de payer le bon nombre de ressources, et en plus qui vous fait tourner votre deck. Voilà, donc qui vous fait piocher d'autres cartes qui vous aideront à gagner le scénario. Alors, dans ce deck-là, attention, parce que comme je l'ai dit, la faiblesse est méchante, et on veut pas la piocher trop fréquemment dans une partie. Dernière chose, l'économie. Eh ben, la capacité d'Agatha Crane, les combos, tiens j'ai oublié de marquer le nom, les combos toutes les cartes qui font un bonus quand on réussit avec un résultat précis, et prophétique. Et j'ai oublié prophétique. Hop. Ah oui, évidemment, j'ai pas précisé les classiques des chercheurs. Alors, Agatha Crane, c'est quoi l'économie ? Eh ben, sa réaction. Quand votre tour se termine, jouez un événement sort ou perspicacité depuis votre pile de défausse. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Donc tout simplement, vous choisissez un événement qui n'est pas rapide, il devrait vous coûter une action, et... je bug, il devrait vous coûter une action, et ben il ne vous coûte pas d'action. Alors je bug parce que je vais me rajouter un onglet. Donc voilà, potentiellement, vous avez, si vous vous débrouillez bien, si vous avez les bons événements dans votre défausse au bon moment, vous avez une action, alors conditionnelle, supplémentaire par round. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça là. Bon. Donc les cartes qui jouent avec l'écart de réussite. J'espère que je les ai toutes, c'est pas sûr, mais typiquement le matériel de chimie, vous enquêtez, sans bonus, sans rien de particulier, mais si vous échouez de pile 2, vous le défaussez, raté. Si vous réussissez de pile 0, vous avez 2 ressources, c'est de l'économie. Si vous réussissez de pile 2, vous piochez une carte, pareil, c'est de l'économie. Si vous réussissez de pile 4, vous découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu, donc c'est une enquête que vous n'aurez pas à faire plus tard. Et je vais le mentionner tout de suite. Bien évidemment, on a la carte d'une main sûre. Quand vous devriez réussir un test de compétence, incliné d'une main sûre, le test est réussi et vous pouvez modifier l'écart de plus ou moins 1. Si vous avez réussi avec un écart exact de 2, soignez une horreur. Donc cette carte-là va vous permettre, si vous devriez réussir d'un nombre impair, vous allez sur le nombre pair qui vous convient. Soit 2 ressources, soit une carte, soit un indice. En plus, si vous finissez par réussir de 2, vous vous soignez d'une horreur. C'est de l'économie d'action de soins. Autre chose, que j'ai oublié de mentionner, pour la réussite d'un écart précis,
l'Ocula Obscura d'Agatha, vous scellez un pion, donc vous savez quel est le prochain pion que vous allez piocher, et ben voilà, vous savez de combien vous allez réussir. Imaginons, voilà, vous avez fait une action, donc il vous reste 2 actions. Dans votre lieu, il y a 2 indices. Et ben vous pouvez dire, vu que je sais quel pion est scellé, je vais me donner les bonus, de sorte à réussir de pile 4, comme ça j'aurai mes 2 indices en une seule action, et avec ma 3e action, je sors du lieu, vu que maintenant il n'y a plus d'enquête à y faire. Alton O'Connell, eh ben, vous vous débrouillez pour réussir de pile 3, ce qui vous permet de mettre des preuves sur lui. Alors, il n'y a pas besoin de l'incliner, donc potentiellement vous pouvez mettre plusieurs preuves sur lui par round. Je suis en train de réfléchir, ouais. Potentiellement, je sais pas si c'est intelligent de chercher à mettre des cartes dans son deck qui multiplient les tests. Bon, mais en tout cas, vous mettez les preuves sur lui, et ensuite, action rapide, inclinez Alton O'Connell et dépensez X preuves, découvre un indice dans votre lieu, X est la valeur occulte de votre lieu. Donc, encore une fois, des indices sans dépenser d'action, sans faire de test, c'est du gain d'action. Ouais. Allez, je ferai une vidéo combo sur lui. Trouvez toutes les corrélations. Enquêtez, vous avez le droit d'annuler le premier pion chaos révélé pour ce test de compétence, le renvoyer dans la réserve du chaos, et en révéler un nouveau. En cas de réussite à ce test de compétence, placez une charge ou un secret sur un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. En cas de réussite avec un écart exact de 1 ou 3, placez 2 charges ou 2 secrets sur ce soutien à la place. Eh bien, cette carte-là, elle vous permet schématiquement de jouer de la fiction à la réalité tout en faisant votre enquête, schématiquement. Et enfin, la grosse carte de réussite par un nombre fixe de ce cycle, Antikythera, un soutien qui occupe un emplacement d'accessoire. Alors ça commence à faire beaucoup. Objet, relique, science, réaction, après que vous avez réussi un test de compétence, incliné Antikythera. En cas de réussite avec un écart exact de 1 ou 3, découvre un indice dans votre lieu. 2 ou 4, piochez une carte et gagnez une ressource. 5, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre prochain tour. Eh bien, voilà. Encore une fois, soit vous trouvez un indice supplémentaire et donc vous évitez une enquête, soit vous avez une carte et une ressource, comme si vous aviez une phase d'entretien supplémentaire, soit vous avez carrément une action supplémentaire. Voilà, et enfin la dernière carte, prophétique, un talent qui a 2 ressources sur lui qui sont reconstituées au début de chaque round. Ces ressources peuvent être utilisées pour payer des cartes chance, sort ou esprit. Tiens, je croyais que... j'ai peut-être confondu. Alors, prophétique ou perspicace, ou ingénieux, pardon, en fait. Parce que prophétique, ça fera les réductions sur les cartes sorts, donc les fameux événements que vous pouvez jouer à la fin de votre tour. Ingénieux, ça sera pour les cartes perspicacité, mais en tout cas, chacune de ces 2 cartes vous donne soit 2 ressources gratuites pour jouer la carte, soit un bonus de plus 2 pour le test de compétence. Voilà. Ou une combinaison des 2 bien sûr. Mais par exemple, avec prophétique, vous pouvez dire, je joue mon lire les signes, donc je teste à 8, j'utilise prophétique, je teste à 10, je pioche le pion du chaos, bilan, j'ai réussi de 5, je déclenche Antikythera. Voilà. Plus d'1 heure d'enregistrement, donc la conclusion. Alors la conclusion, on est incité à jouer les effets qui scellent, annulent, ignorent. Il y a un truc que j'ai pas mentionné, je verrai peut-être plus tard, soit quand je parlerai des cartes mystiques, soit quand je ferai sa liste de deck, mais... Donc on est incité à faire tout ça. Comme je viens de le mentionner, le fait d'annuler, d'ignorer, ça peut vous aider à
viser une réussite précise à envisager. Avec un 4 et un 4 et l'accès aux cartes mystiques, je pense que la clé de Saint-Hubert est vraiment la bienvenue. Elle va jouer sur les événements sort ou perspicacité. Elle les veut dans sa défausse, au bon moment. Comment on fait pour avoir dans sa défausse la carte qu'on veut? On peut utiliser le parchemin des secrets. De niveau 3, on va dépenser un secret, regarder les 3 cartes du dessous de son deck. Si une carte est très intéressante, d'abord sur les 3, on peut en défausser une. Ensuite, on peut en mettre une dans sa main et le reste, donc de 1 à 3 cartes, on le met au-dessus ou au-dessous de son deck dans l'ordre de son choix. Si on joue la liste des tabous, c'est une action rapide, pas une action. Alors, par exemple, au début de son tour, en action rapide, pour rappel, moi je joue toujours avec la liste des tabous. Action rapide, je regarde les 3 cartes du dessous de ma pioche, et je me dis, oh tiens, ce sort ou cette perspicacité sera très intéressante à jouer à la fin de mon tour, je la mets dans la défausse. Et je la jouerai avec la réaction d'Agatha. Voilà. Point important, ça vous permet aussi, si dans les 3 cartes que vous consultez il y a votre faiblesse, vous la mettez dans la défausse. Voilà, tout simplement. Autre chose, pour avoir les cartes qu'on veut dans sa défausse, il y a évidemment apprentissage forcé, voilà, j'avais failli l'oublier. Lors de votre phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, piochez 2 cartes et défaussez une d'elles. Donc vous piochez, un allié et un événement perspicacité, vous gardez l'allié, vous défaussez l'événement perspicacité, et vous pourrez le jouer depuis votre défausse. Autre point intéressant, vous augmentez de 15 la taille de votre deck, donc vous passez de 35 à 50. Augmenter la taille de son deck, c'est toujours un pari risqué, parce que vous diminuez vos chances de piocher la carte que vous souhaitez. Il peut vous arriver aussi, avec apprentissage forcé, vous piochez 2 cartes que vous voulez conserver, et vous êtes obligé d'en défausser une des 2. Mais là, avec Agatha, si les 2 cartes qui vous intéressent, si parmi les 2 cartes qui vous intéressent, il y en a une qui est sort, qui est un événement sort, ou un événement perspicacité, vous dites, c'est pas gênant, je défausse, et je le jouerai depuis la défausse. Voilà. Et enfin, dernier point, pour rappel, sa capacité fait retirer de la partie la carte. Imaginons... ça fait longtemps que j'ai plus vu ces vidéos, mais Man from Lang, la chaîne The Whisper in Darkness, a dit à plusieurs reprises que de son point de vue, alors il joue en solo, un scénario standard c'est 12 rounds. Moi il me semble que c'est un peu plus, mais admettons. Mettons que c'est 12 rounds. Si la capacité d'Agatha Crane, vous arrivez à l'utiliser à chaque fois, ça veut dire qu'au total vous allez retirer 12 cartes de la partie. Ça veut dire que vous finissez avec un deck de 23 cartes. Certaines restent en jeu. Donc les cartes qui vont cycler de la main à la défausse à la pioche, c'est moins que 23. Je sais pas, vous avez peut-être un total de 15 cartes qui font le circuit. Pour un deck de chercheurs, ça va vite de piocher 15 cartes. Et chaque fois qu'on finit sa pioche, une horreur. Quand on fait un tour de pioche, si on n'a pas un moyen de défausser la faiblesse perso ou même l'autre faiblesse, on les repioche. Donc c'est quand même un petit problème. Apprentissage forcé, vous commencez avec un deck de 50 cartes, vous finissez avec un deck de 38 cartes, ça va, ça passe. Bon voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je trouve à dire. Alors j'ai l'impression que j'ai manqué beaucoup de choses parce que elle m'enthousiasme pas, parce que... Alors c'est peut-être pour ça que j'avais préparé l'onglet, parce que j'ai pas mentionné toutes les cartes qui jouent sur le nombre de pions révélés lors d'un test, et ça je pense que
Voilà, je pense qu'il y a certains trucs à faire. Soit un deck qui joue à fond sur l'ocula obscura et donc de la manipulation de pions, soit un deck qui utilise l'ocula obscura pour savoir à l'avance de combien il va réussir. Et d'ailleurs, j'ai pas mentionné, il y a le pendule aussi. Pendule en cristal, elle y a accès. Voilà, vous dites, ben tiens, je sais que je vais réussir de 1, donc je dis que je vais réussir de 1, donc hop, j'ai pioché une carte. Voilà. Elle peut aussi faire un deck... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, deck qui joue à fond la manipulation de pions. Deck qui joue à fond la réussite par un nombre spécifique. Ouais... Bon, j'ai perdu le... Je croyais que j'avais un troisième truc à dire. Bref, il y a... Ah oui, voilà justement le deck qui joue sur ces cartes qui ont un effet en fonction du nombre de pions révélés. Donc encore de la manipulation de pions. Bref, il y a un certain nombre de trucs à tester. Moi, elle m'enthousiasme pas. Je sens que je vais bien me prendre la tête quand je vais devoir chercher... Quand je vais devoir concevoir le deck que je vous présenterai. Et en plus, elle m'enthousiasme pas. Et en plus, il faut que je prépare une autre vidéo pour demain avec la même chose, mais en remplaçant chercheur et mystique et perspicacité par sort. Je vous avoue que ça m'enthousiasme pas d'avoir à le faire 2 fois. Mais bref. Bref. J'aime quand même toujours faire les vidéos. Donc demain, autre vidéo sur Agatha Crane. Ce qui veut dire que cette semaine, vidéo du lundi au dimanche. En tout cas, moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.